Alors, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle masterclass. Alors, pourquoi ce sujet de la CSRD, me direz-vous? On a deux bonnes raisons qui nous ont conduit à proposer cette masterclass. La première, c'est que la CSRD, c'est sûrement l'acronyme favori de 2024 chez nos clients, que ce soit des clients de la data ou des clients de la RSE. Et puis, c'était le sujet idéal pour croiser les univers de nos deux agences de com et de change. Alors, il y en a une que vous connaissez sans doute déjà, Datalogy, mais il y a sa toute nouvelle petite sœur qui s'appelle la Greenlogy qui vient d'arriver sur le marché. Donc, c'est deux univers qui vont devoir inventer un mode de collaboration pour réussir à relever ensemble un sacré défi, un défi ambitieux, ce défi de la CSRD. Alors, pour l'occasion, et surtout pour vous apporter le maximum de valeur, j'ai convié un complice qui, lui aussi, est au croisement des chemins de la data et de la RSE. Il est là, il est là, il est là, il est là. Alexis Rousset. Salut Alexis. Bonjour à tous, ravi d'être Bah, là. Merci beaucoup bah, Florence. bah, chez nous, on est super. Et moi, je suis hyper contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. On va en profiter. Et on aura d'ailleurs tout à l'heure tous les deux le plaisir d'accueillir Thibaut Berle de chez Impact Labs qui va nous commenter pendant quelques minutes un précieux tech radar des outils CSRD. Mais avant tout ça, ça nous fait évidemment très plaisir de vous avoir avec nous, hein, tous acteurs data, acteurs RSE. C'est génial, on a lancé les invitations sur les deux pages LinkedIn de Datalogy et de Greenlogy et vous étiez très nombreux, vous étiez 140 inscrits au total issus des deux univers. Et ça prouve que le sujet l'intéresse, ça c'est certain. Alors, n'hésitez pas si vous avez la moindre question en cours de route, hein, il y a le chat, la conversation de la réunion. Vous avez des questions, posez-les, n'hésitez pas, on sera un plaisir d'y répondre. Et puis, je te propose, Alexis, qu'on revienne à toi avant de plonger au cœur de ce sujet passionnant. Et si tu te présentais en quelques mots, est-ce que tu es plutôt un homme data ou un homme de la RSE? Merci beaucoup Florence. Alors je dirais les deux. Je dirais que Oh non, historiquement, c'est trop facile, ça. ouais, je vais détailler un petit peu. Je dirais que historiquement, je suis plutôt data for business. Ça fait plus de 10 ans que je fais du conseil en transformation digitale, en transformation data. Et j'ai rejoint Equinti d'ailleurs il y a 2 ans en tant que directeur stratégie data for business. Donc mes clients historiques, c'est plutôt des chief data officers, des directeurs métiers qui se disent on a plein de données, comment on peut les valoriser, quelle organisation mettre en place, quels sont les cas d'usage. Donc ça. Et donc Equinti, rapidement en 2 mots, c'est un cabinet de 150 personnes aujourd'hui avec une forte expertise en transformation, stratégie, transformation digitale, marketing, data et IA. Mais depuis 2 ans maintenant, on développe au sein du cabinet une offre impact où on s'est beaucoup challengé. On a participé à la Convention des entreprises pour le climat. On s'est formé beaucoup au sujet de l'économie régénérative. Et donc, on a vraiment s'est interrogé en se demandant comment on mettait à profit nos expertises marketing, data et technologie au service de l'impact. Et donc, depuis plus d'1 an maintenant, à titre personnel, je suis en lead de cette offre-là, de cette offre impact. Et forcément, je fais le lien avec d'où je viens et le data for business en allant plus sur les sujets data for impact, avec notamment les sujets CSRD où on verra, il y a beaucoup de données, pilotage de la performance RSE ou tout ce qui est cas d'usage data IA for good. Ouais, Voilà, voilà. c'est pas nouveau, hein, cette passion que tu as pour ce sujet. Ça fait déjà un bout de temps que tu me le partages et ça fait vraiment partie même de ton ADN. Alors dis-moi, entre Datalogy et Greenlogy, ces deux agences de com et de change qu'on a, c'est vrai que je vois régulièrement de nouveaux parallèles entre ces grands sujets de transfo que sont la data et la RSE. C'est quoi les grandes convictions que tu as envie de porter au croisement de ces deux univers? Ouais, je pense qu'on a un point d'inflexion majeur. On est dans un monde en urgence climatique. Et il y a quelques années, on voyait la RSE peut-être un peu à côté du business. Et depuis vraiment quelques années, il y a une accélération où la RSE, elle s'opérationnalise, elle vient infuser tous les métiers. On parle de marketing responsable, de finance responsable, on interroge la supply chain pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire l'impact. Et donc, les directions RSE, elles jouent de plus en plus ce rôle de transformation Mhm. et donc, je fais ce parallèle avec ce qu'on a connu par le passé avec des entités de transformation digitale et transformation data. On avait des digital et des data office qui étaient en charge de diffuser la culture, d'impulser, de coordonner les initiatives. Là, on a vraiment l'impression que les directions RSE sont en train de devenir ces nouveaux pilotes de la transformation d'entreprise. Et ça, c'est assez intéressant à observer. Et à titre personnel, voilà, on est chez Quanti, on a vraiment la conviction que les entreprises performantes de demain, ça va être les entreprises qui vont réussir à concilier justement performance financière et extra-financière. Et d'ailleurs, Mhm.
pour l'anecdote, je ne sais pas si vous avez vu apparaître, mais il y a des directions financières qui commencent à s'effacer au profit de noms de direction de l'impact ou de direction de la performance pour un peu concilier les deux, la finance et l'extra-financière. J'ai vu Bell notamment, qui est un exemple assez classique qui communique beaucoup là-dessus. Alors c'est symbolique, les directions financières, elles n'ont pas vocation à disparaître, mais c'est cette notion que les deux performances sont très liées. Et donc, de ce point de vue-là, la CSRD, bah, ça sonne vraiment comme un outil de cette transformation majeure des entreprises de demain. Tu as raison, les choix sémantiques, hein, les choix de nom de direction, c'est pas anecdotique. Enfin, ça peut paraître être un petit détail, mais ça l'est pas tant que ça. Eh ben, écoute, c'est une transition parfaite vers notre sujet du jour, donc la CSRD. Est-ce que tu peux nous rappeler très rapidement, parce que j'imagine qu'on a quand même des gens qui connaissent relativement le sujet, mais quelques éléments de contexte sur la CSRD. Déjà, c'est quoi et qui est concerné? Oui. Alors, la CSRD, c'est la nouvelle directive européenne qui va fixer des nouvelles normes et des obligations en matière de reporting extra-financier. Donc, elle remplace la NFRD, si vous connaissez, ou la DPE, c'était la déclaration de performance extra-financière en France. En rapide synthèse, qui elle concerne? Bah, dès cette année, elle va concerner des entreprises cotées en bourse de plus de 500 salariés ou de plus de 50 millions de CA. Donc ça fait pas mal, mais surtout le gros du scope qui va arriver, c'est des entreprises qui n'étaient pas forcément concernées par la déclaration de performance extra-financière. Donc c'est un scope plus large dès 2026, avec des entreprises qui cochent deux des trois critères suivants. 250 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires ou 25 millions de bilan. Donc, et elles vont devoir reporter sur ces données dès 2025. Donc, ça va monter en puissance dans les prochaines années et on parle de plus de 50 000 entreprises concernées. Ouais, pas mal. Donc, donc ça, c'est pour le contexte un peu chiffré, mais au-delà de ça, de l'aspect reporting, moi j'aime bien rappeler la philosophie et les grandes ambitions de la directive. Il y a cinq grandes ambitions. La prise de conscience, déjà la première, c'est que ça va forcer les entreprises à prendre conscience de l'impact qu'elles ont sur l'environnement et de l'impact de l'environnement sur leurs activités. Et ça va forcer les entreprises à penser temps long, alors qu'on est dans une course effrénée au temps court et à la performance dans le temps court. Donc ça, c'est le premier point, c'est la prise de conscience de l'impact de l'entreprise. Le deuxième point, c'est la comparabilité. Comme il y a des standards européens qui est beaucoup plus normé, les entreprises elles vont pouvoir se comparer entre elles sur leur performance extra-financière, se comparer avec des Benchmarké. entreprises, se benchmarker avec les entreprises du même secteur. Donc ça, c'est assez clé, cette notion de comparabilité. Le troisième point, c'est la complétude. On le verra, bon, ça parle beaucoup de data, donc ça va demander plus de 1000 data points, entre autres, mais ça va demander des données de plus en plus précises, de plus en plus fiables, et donc c'est plus complet que ce qu'on avait avant. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième, c'est le plan d'action. Euh, Au-delà de l'aspect reporting, c'est un vrai exercice de transformation. Et donc, les entreprises elles vont devoir elles vont devoir faire un plan d'action et donc d'un plan de transformation, de transition. Et ça, On c'est ne très s'arrête pas à l'état important. des lieux, en fait. Ouais, c'est pas juste, on va pas juste reporter chaque année, on va aussi D'accord. montrer qu'on est dans une forme de progression et c'est aussi ce qui va être regardé. Et ça, c'est très important. Et le cinquième point, qui est clé aussi, c'est la notion de transparence, puisque désormais, les entreprises vont devoir publier leur rapport extra-financier et leur rapport de durabilité sur leur site Internet. Donc, cette notion de comparabilité aussi, elle est liée à ça, puisqu'on publie. Et cette notion de transparence, elle est aussi liée au fait que on va devoir être audité. Les entreprises vont devoir être auditées comme c'était le cas pour la finance, mais maintenant sur l'extra-financier. Donc cette notion de transparence, elle est clé. Génial. Donc, prise de conscience, comparabilité, complétude, plan d'action et transparence. Est-ce Yes. que tu peux rapidement aussi nous donner les grandes phases projet et les livrables qu'il va falloir sortir en face? Ouais. La finalité, on vient de le voir, c'est de publier ce rapport de durabilité, de publier un rapport qui est auditable. Ça, c'est la finalité du projet, mais pour y arriver, il y a différentes étapes. Et je vais aller à l'essentiel, puisque ce n'est pas le cœur du sujet du jour, mais il y a une première étape d'analyse préliminaire où on cartographie la chaîne de valeur, on identifie les parties prenantes, on identifie ce qui est fait ou pas, enfin un diagnostic de maturité de l'entreprise sur cet extra-financier. Et ensuite, on passe un peu au cœur du sujet, qui est la fameuse matrice de double matérialité dont vous avez sans doute entendu parler, qui euh, doit permettre aux entreprises d'analyser les enjeux sur lesquels elles ont un impact, ou les enjeux matériels. Donc, on parle des 12 normes ESRS. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais si vous allez sur Internet, vous trouvez toutes ces normes-là.
Et vous allez devoir, chaque entreprise va devoir se poser la question, est-ce que je suis matériel sur ce sujet-là? Typiquement, est-ce que je suis une entreprise de VTC, bah, la pollution, est-ce que ça m'impacte ou pas? Est-ce que oui? Si oui, je vais devoir reporter sur ça, je vais devoir coter les risques et mon impact matériel et mon impact financier. Donc, il y a toute cette analyse de cotation qui est clé dans le process et c'est un des livrables clés, c'est cette matrice de double matérialité qui identifie les sujets sur lesquels vous êtes matériel et sur lesquels vous allez devoir reporter. Une fois que vous avez fait cette analyse de double matérialité, vous allez rentrer dans le cœur des sujets de data, puisque vous allez devoir identifier les données sur lesquelles vous allez devoir reporter, et donc identifier celles sur lesquelles vous avez déjà de l'information et celles sur lesquelles vous n'en avez pas. Et donc, il y a tout un plan ensuite, c'est le quatrième point, le plan de collecte de cette donnée, et le plan de preuve aussi à fournir, il y aura aussi, quand vous n'arrivez pas à fournir les données, vous allez aussi devoir justifier pourquoi et devoir montrer quel est le plan pour les obtenir à plus long terme. Et il y a tout ce plan stratégique de transition, plan stratégique d'adaptation et la feuille de route que vous allez devoir mettre en place. Et ensuite, il y a tout le sujet d'implémentation. Donc, c'est la phase de collecte des datas, la phase d'outillage aussi, on aura l'occasion d'y revenir, pour arriver enfin à cette déclaration et cette publication de rapports auditables et communicables sur votre site Internet. Comme tu dis, pour arriver enfin. Exactement. Et tout ça, ça prend combien de temps un projet CSRD? Parce que ça a l'air dense en termes d'étapes. C'est assez dense en effet. On évalue entre 8 et 15 mois. Et c'est pour ça que ça s'agite autant en ce moment, parce que toutes les entreprises qui vont devoir reporter en 2026 sur 2025, il est urgent de commencer et de se préparer. Alors, je dis entre 8 et 15 mois, vous allez me dire pourquoi un tel écart. Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres et de critères de complexité qui peuvent influer les timings. Donc, la taille de l'entreprise, forcément, le nombre de branches d'activités, si vous avez au sein de votre entreprise des filiales, des activités très différentes, ça va complexifier l'analyse de matérialité parce qu'il n'y aura pas les mêmes sujets sur lesquels une branche ou l'autre est matérielle, il va falloir le consolider. Le nombre de parties prenantes à interroger, ça aussi, ça peut influencer le timing et surtout la disponibilité de la donnée, de l'information. Et si vous avez déjà une expérience ou une culture du reporting de durabilité, les entreprises qui démarrent from scratch et qui n'ont pas déjà fait ce type d'exercice, forcément, ça va prendre plus de temps. Un point que j'aime bien souligner, mettre en avant, c'est si votre entreprise elle a une culture de l'écrit et de la documentation. Parce que souvent, si vous avez fait des process type EcoVadis ou B Corp, il y a beaucoup de choses à prouver, beaucoup de choses à montrer que vous faites. Et l'exercice a déjà été fait un petit peu, quoi. Et oui, et généralement, quand on est confronté à ce type d'exercice-là, on se rend compte qu'on fait beaucoup de choses dans l'entreprise positives, mais s'il n'y a pas cette culture de l'écrit, on est obligé de produire toutes ces preuves à ce moment-là, et donc ça prend du temps. Dis donc, quand on voit tout ça, on se rend compte que voilà, c'est sacrément ambitieux ce sujet. On a bien fait de faire une masterclass, ça tombe bien. Et en même temps qu'on n'a pas beaucoup de recul, parce que comme tu le disais, c'est nouveau, voilà, tout ce qui est en place là aujourd'hui. Donc, savoir exactement combien ça prend, etc., c'est surtout les retours du terrain qu'on a. Et justement, toi, tu es au contact des entreprises qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Et je suis assez curieuse d'avoir un peu ton retour. Selon toi, où en sont les entreprises aujourd'hui sur ce sujet de la CSRD? Je crois que tu les catégorises en 3 groupes. Yes, ouais, trois groupes. Je pense que le premier groupe d'entreprises, c'est celles qui sont déjà soumises cette année. C'est les grosses entreprises, donc déjà cotées, et qui avaient cette culture du reporting extra-financier. Donc celles-là, elles sont déjà en phase de transition pour se conformer aux exigences de la CSRD, qui est plus normée, avec plus de collecte de données à effectuer. Mais elles ont déjà démarré. Elles sont dans cette phase d'analyse d'écart. Elles ont déjà des équipes potentiellement staffées, donc elles ont des canaux de remontée de ces données, une bonne compréhension des enjeux et de la démarche, même s'il y a quand même un écart entre ce qui était demandé avant et ce qui est demandé maintenant. Mais elles ont fait cet exercice de double matérialité, d'analyse d'écart, et elles sont en train de rentrer activement dans la phase de collecte. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est les entreprises qui n'étaient pas soumises à la NFRD ou la DPEF, c'est ça? Oui, c'est ça, mais parmi celles-ci, on observe des entreprises qui s'auto-contraignaient déjà volontairement à l'exercice de publier un rapport de performance extra-financier.
Je pense notamment à des exemples comme Cultura, qui n'était pas forcément soumis, était pas obligé de faire D'obligation, cet ouais. exercice d'obligation, mais elle le faisait de manière. Et donc forcément, les entreprises qui étaient dans cette philosophie un peu volontariste, elles sont déjà dans cette dynamique, elles ont déjà engagé la CSRD, elles ont conscience des calendriers d'obligation et elles ont déjà démarré progressivement cette analyse de double matérialité qui est nouveau, l'analyse d'écart par rapport à ce qu'elles publiaient avant, et elles s'interrogent potentiellement sur l'outillage pour opérationnaliser tout ça. D'accord. Et pour terminer le troisième groupe? Bah, c'est celles qui n'étaient pas soumises, qui se autocontraignaient pas et qui voient apparaître bah, le sujet dès 2026. Et donc là-dessus, bah, je les sépare encore en deux avec celles qui ont pris conscience du chantier, qui ont démarré à interroger potentiellement de l'aide et qui ont fait le calendrier pour bien voir entre 1 et 2 ans combien de temps ça va prendre. Et donc elles ont potentiellement déjà commencé l'analyse de double matérialité, l'analyse des cas, se posent la question de l'outillage. Voilà, donc elles ont déjà commencé. Et je dirais qu'il y a les dernières qui n'ont pas encore pris le sujet, qui ne se rendent pas encore compte du travail et qui vont sûrement se prendre un rush pour faire ça dès l'année prochaine, quoi. Voilà. Donc, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. N'hésitez pas, vous qui êtes là avec nous aujourd'hui, dites-nous quel groupe vous êtes. On est curieux. Et pour rentrer un petit peu dans le détail, parmi les entreprises qui ont démarré, pour toi, Alexis, est-ce que tu as identifié des manières un peu différentes d'appréhender l'exercice? Oui, je pense, il y a les gens qui ont pris conscience que la CSRD, c'est vraiment un exercice stratégique et donc qui souhaitent vraiment prendre le temps d'interroger la chaîne de valeur, d'interroger leur modèle d'affaires, d'aller plus loin que la simple exercice de conformité. Et donc ça, c'est quand c'est vraiment, il y a une haute conscience du sujet, de la dimension strat. Ces entreprises-là, elles démarrent maintenant et elles prennent ce temps sur l'analyse de double matérialité assez fort de se poser les bonnes questions. Et puis, il y a celles qui vont prendre l'exercice par la conformité, enfin, juste l'aspect réglementaire, qui vont aller au plus simple, entre guillemets. Hein. Et c'est déjà très bien. C'est déjà très bien parce qu'il faut le faire. C'est la base. Même si ma conviction et la conviction de beaucoup d'experts sur le sujet, c'est que la CSRD, c'est une boussole stratégique et que ça doit challenger les modèles d'affaires et d'apporter cette vision long terme. Donc voilà, je dirais que c'est ces deux façons d'aborder le sujet. Très bien. Alors, le sujet de fond et qui va intéresser aussi bien les acteurs data que les acteurs RSE qui sont avec nous aujourd'hui, c'est quelle collaboration est-ce qu'on peut imaginer entre ces deux pôles? Quelle situation tu as pu noter aujourd'hui? En général, d'abord, qui est défini comme responsable du projet CSRD dans les entreprises? Là, on observe deux tendances fortes. Soit ça part des directions RSE qui sont à la baguette, soit c'est pris par les directions financières, beaucoup. Et ça a du sens parce que les directions financières, elles sont aussi très au fait de ces process d'audit. Elles ont cette culture de la remontée de rapports. Donc ça peut jouer, ça dépend de l'ADN de l'entreprise, mais c'est l'un ou l'autre des directions qui prend le sujet. C'est clairement pas à l'IT ou à la data aujourd'hui, et c'est normal, je pense. Mm, mm. D'ailleurs, oui, quelle collaboration est-ce qu'on peut imaginer entre ces pôles data et RSE alors? Quelle situation tu as pu noter aujourd'hui? Comment ça collabore? Alors, je commence justement pas mal à interroger les directions RSE qui ont commencé. Je leur pose cette question de savoir comment ça collabore. Honnêtement, de ce que j'observe aujourd'hui, c'est encore assez lointain, cette collaboration data et RSE, parce que les process prennent du temps. Elles doivent d'abord passer par cette phase de double matérialité. Elles sont dans l'analyse du cœur de ce que demande la CSRD. Elles rentrent progressivement dans l'analyse d'écart et donc des données à collecter. Mais c'est pas encore voilà, main dans la main, le projet RSE, IT, data, ça arrive dans un second temps de ce que C'est pas j'observe. la phase du projet encore qui le nécessite vraiment, on va dire pour l'instant. Non, pas encore. Par contre, j'observe deux cas où elles interagissent fortement. Le premier, c'est que on voit les directions data IT commencent à voir apparaître des demandes de on doit s'outiller sur la CSRD. Comme est-ce que vous pouvez nous aider à choisir les bons outils, à se poser les bonnes questions, parce que c'est pas le métier des directions RSE ou, naturellement. Donc elles vont interroger leur direction IT et data pour les aider là-dessus. Ça, c'est un premier point. Je vois des directeurs data qui me disent, on voit apparaître les demandes et on ne sait pas forcément, on n'a pas fait l'étude du marché, donc est-ce que tu peux nous aider, par exemple? Mais sinon, le deuxième point, c'est aussi, elles contactent les équipes data pour les aider à cartographier les besoins de données, réfléchir au process de collecte ou comment ça s'intègre dans l'existant, comment on peut automatiser les processus. Voilà, ça, c'est aussi une des demandes qui ils viennent dans la Commence à banette des arriver. directions IT et data sur ce sujet-là. Ouais.
Donc, collaboration naissante entre équipe data RSE sur ce sujet de la CSRD pour l'instant. Selon toi, quelles seraient les pistes que toi, tu auras envie de recommander sur cette collaboration? Oui, je pense que les équipes tech et data, elles doivent vraiment devenir les partenaires des équipes RSE parce qu'elles doivent permettre aux équipes RSE de concentrer leur énergie et leur plan, sur le plan d'action et le plan de transition et le plan de progrès de la CSRD. Il faut qu'elles leur facilitent la vie. Je pense que les directions RSE, elles prennent un peu peur. On est à un carrefour pour elles, où soit elles vont être submergées par les besoins de reporting grandissants, parce qu'il y a la CSRD, mais il n'y a pas que ça. Et entre les bilans carbone, EcoVadis, celles qui se lancent dans Bicorp, enfin, il y en a un peu de partout. Et donc, soit elles passent leur temps à faire ça, et donc elles ne sont pas au cœur de la transformation, comme je le disais en introduction, soit elles arrivent à déléguer, à mettre l'organisation à contribution pour justement les aider sur ce process de collecte sur la partie data. Et donc, le plus tôt elles vont travailler avec les équipes IT et data, le mieux elles vont y gagner pour se concentrer sur leur cœur métier. Ouais, tu as Euh, recoté ça. C'est vraiment prendre contact le plus vite possible pour voilà, ouais. défricher et pouvoir mettre son énergie au bon endroit ensuite, quoi. Ouais, je vais détailler un petit peu pour répondre à ta question. Je pense que je vois plusieurs pistes. Il y a les équipes data et IT, elles doivent jouer un rôle de partenaire de stratégie data. Et je pourrais un peu rentrer un peu par la suite sur ce que j'entends par stratégie data. Le deuxième sujet, c'est peut-être de fournir des ressources quand les entreprises le peuvent, voir, bon, après avoir le rattachement hiérarchique, si ces ressources elles sont à l'IT ou elles sont à la RSE, mais on voit apparaître dans les grosses entreprises notamment qui sont forcément plus en avance, donc c'est intéressant de regarder ce qui se passe, des pôles de pilotage data et reporting ESG avec des Ah oui. chefs de projet reporting data ou des data ESG managers qui vont faire ce pont entre les besoins métiers et cette connaissance de la data et ce que apporte, voilà, on forme les gens qui viennent de la data avec une appétence ESG et ces personnes, elles font vraiment le lien et je pense que ça va devenir des faits de succès de ces projets qui vont soulager les directions RSE de cette partie-là, process, collecte, outils. Donc, ça, c'est une piste assez intéressante et ce qu'on observe sur le marché. D'ailleurs, je vous invite à googler sur LinkedIn des fiches de poste de ce type-là pour voir ce que les entreprises mettent dedans. Quelles sont les Ça peut attentes, vous ouais. inspirer. Ouais, Qu'est-ce qui est ouais, dans la ouais, to-do list de ces profils? Tu as raison, c'est super exactement. intéressant. Et la dernière piste de collaboration IT Data que j'ai en tête, hein, c'est un peu idéaliste, mais c'est une conviction qu'on a en commun d'ailleurs, Florence, c'est la culture. Il y a un enjeu commun dans les entreprises aujourd'hui de faire monter le curseur de la culture data d'une part. Donc ça, je fais le lien avec mon ancien rôle de data for business et de transformation data, de qu'est-ce qu'on peut faire avec la data, c'est quoi la donnée. Donc j'ai fait beaucoup d'acculturation sur ces sujets-là. Et on voit que la culture RSE aussi, elle a besoin de monter le curseur dans tous les métiers. Et donc, la data RSE, elle peut faire ce lien-là pour embarquer les collaborateurs sur les deux sujets. Donc, voilà, il y a des collaborations possibles sur ces thématiques-là que C'est pas j'appelle mes deux. utopiste. Moi, je trouve ça au contraire hyper pragmatique. D'un côté, tu as un sujet qui quand même suscite aussi de l'enthousiasme, souvent à titre individuel. La data qui, lui, suscite pas forcément d'enthousiasme ou de sentiment concerne les collaborateurs. Donc, mixer les deux, utiliser le sujet RSE pour aussi embarquer, développer la culture data et inversement. Moi, je trouve ça Ouais, j'y malin, crois à fond. pragmatique, pas utopiste. Je vois qu'il y a des petites questions qui commencent à arriver dans le chat. Quel est ton feedback pour les entreprises qui n'ont pas déjà sur les KPI de framework, de process, de gouvernance de la data? C'est vrai que pour les entreprises qui ne sont pas avancées sur ces sujets de gouvernance de la data, c'est pas simple hein, de savoir par où commencer en fait. Oui, justement, ça fait lien avec le point là sur. Je voulais détailler un peu ce que j'entendais par partenaire stratégie data et je vais répondre sur la partie gouvernance. Je pense que les équipes data IT, elles doivent être le partenaire stratégie data de ces directions RSE. Et donc, je vois trois sujets sur lesquels elles peuvent vraiment aider. Le premier, c'est le mapping des données. Je pense que dès le début d'un projet CSRD, embarquer des gens de l'IT et de la data, déjà qu'ils comprennent de quoi on parle, c'est quoi les données qu'on doit collecter, parce que dans la CSRD, je ne l'ai pas dit, mais il y a beaucoup de données qui sont pas du tout des données numériques. Il y a beaucoup de données narratives, on appelle ça, mais il y a une part aussi Ah. de données numériques. Et donc, d'aider d'identifier parmi tout ça où sont les données, est-ce qu'elles existent ou pas, si oui, où est-ce qu'elle est stockée, dans quel système, est-ce que je la collecte dans des Excel à la mano, et donc voilà, faire ce mapping et après se poser les bonnes questions sur l'outillage, je pense que c'est assez clé.
Euh, aussi d'identifier, comme je l'ai dit, la CSRD elle est très demandeur de données, mais il y a d'autres reporting ESG qui sont très demandeurs de données. Donc faire le mapping entre ces données qui sont demandées dans la CSRD, où est-ce qu'on les demande par ailleurs, ça aussi, ça peut aider. Donc ça, c'est la partie mapping des données. Et donc, ça en vient avec le sujet sur la gouvernance, aider à mettre en place des process de gouvernance de la donnée. Je pense que les données ESG, bah, forcément, avec l'aspect auditabilité, il va y avoir des hautes exigences de fiabilité, de traçabilité, d'explicabilité. Et donc, il va falloir mettre en place ces process de gouvernance de la donnée avec des rôles de responsables, des définitions à mettre en œuvre. Alors, j'ai conscience, en fonction de la taille d'entreprise, que déjà dans les grandes entreprises, la gouvernance de la donnée, c'est pas forcément toujours un sujet qui est sexy et qui prend du temps. Mais ma conviction, c'est qu'il y a dans cette CSRD beaucoup C'est une de données occasion? communes. Ouais, je pense que c'est vraiment une occasion de prendre un ou deux grands domaines tests de la CSRD et de mettre en place petit à petit des cas pratiques, ces pratiques de gouvernance de données. Je pense que les directions data et IT, elles doivent mettre en place ces sujets de gouvernance. Donc, c'est une opportunité de prendre ce sujet qui arrive un peu from scratch et d'en faire des cas d'application pour montrer à toute l'entreprise à quoi ça sert. C'est quoi un process de gouvernance avec je suis responsable du domaine carbone, je suis responsable du domaine eau, je suis responsable du domaine produit. Voilà, déjà de catégoriser ces domaines, de les rattacher au domaine de l'entreprise classique parce que bah, les données de CSRD, bah, c'est des données de toute l'entreprise. Donc, de faire ce travail-là, je pense que c'est un bon cas d'application de la gouvernance de données pour celles qui ont soit pas démarré, soit qui sont en train de le faire et de le prendre directement. Il faut mieux faire bien les choses dès le début. Donc ça, je pense que sur la gouvernance, c'est un vrai sujet de collaboration qui n'est pas forcément évident pour les directions RSE qui ne se posent Complètement. pas ces questions-là et sur lesquelles peuvent aider les directions IT data. D'ailleurs, dans les bonnes pratiques de gouvernance des données, ce que j'ai pu voir, c'est que c'est souvent en passant par un projet que finalement c'est le meilleur moyen de montrer à quoi ça sert et sortir du côté contraignant de la gouvernance pour démontrer ce qu'elle apporte au projet. Et c'est vrai que là, c'est l'occasion. De toute façon, il n'y a pas le choix, il va falloir le sortir, ce rapport de CSRD. Donc, autant que ça soit en plus autour d'un sujet qui peut en plus susciter de l'engouement et de l'envie aussi. Enfin, c'est vrai qu'on est... Exactement. Surtout que là, ouais, j'ai déjà fait des articles sur ce sujet, sur le fait que la gouvernance n'était pas hyper sexy et que ça donnait pas hyper envie. Donc, ça peut être ça peut une être bonne raison, un bon un cas bon angle. d'application et je pense qu'il faut y aller comme ça. Ça, Top. c'était le Ouais, ça, deuxième c'était point. ton deuxième. Ouais, ton Ouais. troisième? Bah, c'est outillage de cette collecte. Il y a beaucoup de responsables RSE. J'avais interviewé une douzaine l'année dernière pour les interroger sur comment ils voyaient la data. C'était avant le sujet CSRD dans leur métier, mais ils me disaient on est très manuel aujourd'hui sur la récupération des données, que ce soit sur le carbone, sur voilà, tous les sujets, sur les produits, les fournisseurs pour récupérer toute la donnée RSE dont ils ont besoin. Beaucoup de process manuels, ça passe par des Excel au mieux quand la donnée existe, qui récupère à droite, à gauche. Donc, je pense que les équipes data et IT elles vont avoir un rôle clé de prendre cette responsabilité pour outiller cette collecte et automatiser les process parce que désormais, la CSRD, on va devoir la faire chaque année. Donc, je pense qu'il faut encore une fois faire gagner du temps pour pas que les directions RSE soient noyées là-dedans. Et donc, je pense que mon conseil, c'est de prendre le temps dès le début, la première fois que vous allez mettre en place pour bien définir les process de collecte de données et de voir comment automatiser, peut-être pas toutes les données, ça ne sera pas possible, mais que les équipes IT et data, elles se positionnent sur le choix de make or buy. Est-ce que je dois acheter ma solution ou est-ce que je dois la faire parce que j'ai trop de spécificité par rapport à mon activité? Et donc là, on voit, comme je le disais, ces demandes arriver des équipes RSE aux finances, à l'IT pour sourcer les outils. Et donc, le plus tôt elles sont au courant que ça arrive, qu'il va falloir se poser ces questions d'outillage, plus tôt elles peuvent anticiper la charge, le planning et aussi les budgets. D'accord. Donc, ça veut dire, Chief Data Officer, n'hésitez pas à passer un téléphone au patron de la RSE et inversement. Mm. Le plus tôt possible, c'est le mieux. Alors, imaginons autour de la table, tu as un Chief Data Officer et tu as un Chief Sustainability Officer, bon, patron de la RSE, c'est plus simple à dire, de la même entreprise. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire?
Ouais, Sois j'ai envie sympa, de leur. hein, sois sympa. Leur Ouais, fais pas non, trop mais peur, sois sympa. j'aurais envie de leur dire qu'il faut impérativement qu'elles travaillent ensemble si ce n'était pas déjà le cas, hein, parce que là, je pars du principe que ce n'est pas le cas, mais il y a plein Ouais. de belles histoires quand même de collaboration avant la CSRD entre les équipes sur du reporting, mais c'est une bonne occasion d'offrir un terrain de jeu et je pense, je réinsiste sur l'aspect gouvernance data, de réfléchir à la stratégie de gouvernance, de faire les data models autour de la donnée ESG. Je pense que c'est clé. Je pense que les équipes data et IT, elles doivent s'emparer de ce sujet de reporting ESG. Donc ça, c'est le premier point que j'aurais envie de leur dire. Le deuxième, c'est que j'ai déjà parlé de ce sujet-là, mais je rêve toujours, indépendamment du sujet de CSRD, d'un programme un peu co-sponsorisé, Chief Data Officer, Chief RSE, avec un double objectif, faire de la culturation et data et RSE. Je pense que c'est un bon terrain de jeu commun. Et d'aller chercher des cas d'usage data IA à impact dans les business lines. Alors, je m'explique un tout petit peu. Euh, Quand vous avez fait le bilan carbone, vous avez identifié quels sont les business lines qui émettent le plus, qui ont le plus d'impact négatif. Je pense que on a fait beaucoup dans les dernières années de data for business, d'aller chercher des cas d'usage data en disant on a plein de Claire. données, comment on peut aller chercher des cas d'usage qui ont du ROI, soit des nouveaux services, soit de l'efficacité opérationnelle, soit de l'aide à la décision. Là, c'est la même chose, mais la boussole, elle change. C'est juste qu'on se dit, l'objectif, c'est de réduire mes impacts carbone, réduire mes externalités négatives sur la biodiversité ou autre. Et donc, d'aller chercher ces business lines et de faire cette acculturation et d'aller chercher ces cas d'usage data et IA ensemble, je pense que c'est un Attends, bon moyen d'acculturer les gens aux deux sujets et en plus d'aller avoir de l'impact. Donc, je fais cet appel Chief Data Officer et Chief Allez, RSE. mettez-vous autour de la table et développons les cultures data et culture RSE. En tout cas, c'est un sacré Voilà. programme, hein. Voilà. Ouais. Alors, il y a des entreprises qui veulent s'y coller tout seuls à ce sacré défi, et puis il y en a certaines qui décident de se faire accompagner. Toi, tu as pas mal ausculté le marché. Aujourd'hui, c'est quoi les différents types d'acteurs du marché qui accompagnent les entreprises sur ce sujet de la CSRD? C'est quoi les profils? Ouais, On a le il y choix en a. parmi quoi? Ouais, il y en a plein en fait, parce que forcément, c'est un sujet assez transverse. Donc, ce qu'on observe sur le marché, il y a les cabinets d'audit, les Big Four, qui se forment massivement aujourd'hui sur le sujet, avec l'avantage d'approcher le sujet par la culture de l'audit, des process. Et donc, ça parlera par exemple pas mal plus aux directions financières. Avec, par contre, un bémol, c'est que les cabinets d'audit, si vous avez déjà un audit, un conseil, il ne pourra pas faire le conseil amont et faire la partie audit. Donc, Ouais, il y a des conflits d'intérêts. Donc, ça, c'est ce type d'acteur qui accompagne là-dessus. Il y a les cabinets RSE historiques avec une grande culture de l'extra-financier, de la communication RSE. Avec qui peut-être voilà, ils seront très très forts sur la partie amont et sur la partie aval aussi, sur la partie communication. Peut-être qu'il va leur manquer la dimension de data et technologie d'intégration, qui est un pilier non négligeable pour la réussite du projet, mais ça dépend encore de la culture et de qui pilote chez vous. Euh, Ensuite, les troisièmes types d'acteurs qui accompagnent aujourd'hui, bah, c'est les outils. On va en reparler avec Thibaut juste après, mais il y a les SaaS qui se lancent sur ces sujets-là, qui proposent de l'accompagnement conseil pour mettre en place la CSRD, mais qui, très honnêtement, quand on parle avec eux, c'est pas leur but. Elles ont une logique de vendre du produit, de vendre du logiciel, et donc elles ont plutôt tendance à rechercher des partenariats avec des cabinets de conseil pour se concentrer sur le développement de leurs produits. Donc, au début, là, en ce moment, c'est le démarrage. Donc, il y en a pas mal qui proposent quand même du conseil, mais bien sûr. c'est pas leur volonté première. Et enfin, bah, il y a des cabinets comme le nôtre qui ne viennent pas forcément du développement durable, mais qui ont l'expertise stratégique, process, méthode, qui sont capables d'accompagner sur le volet data, techno et intégration, et aussi sur la partie marketing, communication, parce que c'est un fort ADN chez Conti notamment. Donc voilà, Je comprends. il y a un peu tout ce panel de cabinets aujourd'hui qui accompagnent, et bah, ce n'est pas du luxe parce qu'il y a 50 000 entreprises qui vont être concernées, tous plus ou moins en Absolument. même temps l'année prochaine. Donc voilà, c'est pas plus mal d'avoir pas mal d'offres et de gens qui se forment activement sur ces sujets en ce moment, quoi. Et des profils différents et un choix à faire voilà, en fonction des En fonction du spécificités de son profil, ouais, entreprise. Mais c'est exactement. pour ça que je trouve que ce petit mapping était aussi intéressant parce que j'imagine qu'on doit aussi se poser la question voilà, vers qui on va pouvoir se tourner. Je te propose maintenant qu'on commence à parler outils. Alors, je crois que votre partenaire Impact Labs a réalisé un Tech Radar CSRD qui est assez intéressant. Alexis, est-ce que je te laisse l'introduire? Il Il est arrive. là. Salut Thibaut. Ouais, oui, En- comme on parlait de collaboration entre les équipes data et RSE, c'était un peu la thématique du jour. On pense que l'outillage, c'est un bon point de rencontre
justement, il y a un bon point où on fait converger les deux équipes. Et on travaille pas mal avec Impact Labs, qui est notre partenaire, qui vient sortir un mapping des acteurs positionnés sur le marché. Et donc, au vu du thème du jour, j'ai proposé à Thibaut de venir vous faire une rapide synthèse de de ce tech radar. Je pense que ça peut vous être utile et puis il pourra vous offrir le document en téléchargement. Donc voilà. Thibaut, the floor is yours. Super. Eh ben, écoute, bienvenue Thibaut en direct de Cologne. On est partout en France aujourd'hui, hein. Voilà, moi de Cannes, Alexis de Paris et Thibaut de Cologne. Tu pourras mettre donc dans le chat le lien vers le Tech Radar pour que les personnes qui le désirent puissent le télécharger. C'est quoi, toi, tes convictions sur les avantages à utiliser ce type d'outil? Alors, bonjour Florence, bonjour Alexis, bonjour tout le monde. Donc pour moi, les bénéfices à l'utilisation de ces outils, en gros, ils vous font gagner du temps, ils vous font gagner de l'argent et ils vous offrent davantage de garanties d'être conformes à la législation. Donc c'est loin d'être négligeable, hein. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que sur 2000 entreprises interrogées par Workiva, certes un peu biaisées, mais quand même, 92% ont planifié d'investir dans la technologie pour améliorer la collaboration entre les équipes. Donc, beaucoup de gens y vont. Et comment ça marche? Alors, ces outils, en gros, ils sont conçus pour faciliter les process de collecte et de distribution de la donnée, leur formatage en XBRL, qui est le format qui est requis par la CSRD. Ils réduisent le risque d'erreur et ils constituent une espèce de garde-fou réglementaire. Et puis surtout, ils permettent de faire des économies en temps passé qui sont loin d'être négligeables, puisque ce temps qui ne sera pas passé par les équipes ou des consultants externes, c'est des économies qui se chiffrent en plusieurs dizaines de milliers d'euros d'après nos estimations. Très bien. C'est qui les différents types d'acteurs qui proposent ces solutions? Il y a quoi sur le marché? Alors, il y a trois grands types d'acteurs qu'on a identifiés. Il y a les acteurs de la comptabilité carbone traditionnelle, comme Sweep, par exemple, qui vont aller étendre leur scope pour intégrer des outils CSRD. Les acteurs historiques du reporting extra-financier et de la gestion de développement durable, comme Enablon ou Workiva, qui vont proposer une solution en plus de leur solution. Puis, il y a les New Kids on the Block, qui créent une nouvelle solution pour répondre aux besoins du marché, comme par exemple Fingreen AI ou SustainSoft. Très bien. Ah, ça, c'est mes favoris, moi, les New Kids on the Block. La petite Madeleine de Proust. C'est quoi le périmètre fonctionnel de ces applications? Alors, si on reprend le découpage d'Alexis de la CSRD en 5 grandes étapes, donc on a matérialité, analyse d'écart, feuille de route, implémentation et puis reporting. On se rend compte que certains acteurs se positionnent en généraliste, quand d'autres prennent le parti de dire nous, en fait, on pense que vous n'avez pas besoin d'outils de bout en bout. Et là où on peut vous aider, c'est plus sur la double matérialité, par exemple, comme le fait Upright. Ou alors, c'est plus sur la feuille de route ou l'implémentation de reporting. Et puis aussi, il y a des acteurs qui disent nous, on fait juste du SaaS, juste de l'outil, sans service en plus. Et les services sont fournis par des consultants externes. Et puis d'un autre côté, on a ceux qui disent nous, on vous fournit une prestation clé en main, managed services, en plus de l'outil, mais du coup, il y a une grosse différence de prix entre les deux, hein. Et puis il y a quelques points communs entre toutes ces solutions. Elles sont calibrées pour les besoins des grosses entreprises et des LTI, puisque c'est la cible de la CSRD, évidemment. Et puis elles ont une couverture internationale et elles se targuent toutes plus ou moins d'utiliser l'intelligence artificielle. D'accord, génial. Alors évidemment, on pourra voir tout ça dans le détail grâce au lien que tu vas nous partager. Et pour finir, dans cette idée de substantifique moelle, si tu avais un ou deux conseils pour tous nos participants du jour pour choisir le bon outil, qu'est-ce qu'il faut regarder? Voilà, quoi est-ce qu'il faut être vigilant? Alors, ce n'est pas un exercice qui est évident à faire parce qu'il y a beaucoup de critères de choix. Par exemple, la capacité à garantir la conformité réglementaire, ça c'est probablement le critère numéro 1 qu'il faut regarder. Mais il y a aussi l'interopérabilité avec tous les autres frameworks qui sont déjà utilisés par les entreprises comme GRI, SBTN,
le protocole GSG, par exemple. Donc, tout ça, c'est… T'es trop bilingue, toi, tu parles trop anglais. trop bilingue. Excuse-moi, Donc, ça, c'est un critère qui est important. Il y a l'intégration native avec les systèmes qui sont existants dans l'entreprise. Les possibilités de visualiser des données pour prendre des décisions à même de stimuler le rythme de la transformation, l'ergonomie de l'outil pour maximiser son adoption en interne. Bref, il y a beaucoup de critères. Et en gros, pour être pragmatique, si vous avez déjà un outil en place, n'hésitez pas à étendre son scope à la CSRD. Et puis nous, on a c'est le conçu plus aussi… optimisé? Ouais, complètement. Et donc ça, c'est vraiment, si vous avez un outil carbone qui fait de la CSRD, si vous avez un outil développement durable, n'hésitez pas à étendre son scope à l'automatisation de la CSRD. Et puis nous, on a conçu chez Impact Lab ce Tech Radar aussi pour aider les entreprises justement à aller choisir les bonnes technologies en fonction de votre taille, de vos enjeux, de votre matérialité. Donc voilà, donc je vais mettre le lien. On veut le lien. On veut le Ouais. lien. Je crois que je vais vous mettre en fait mon mail dans le chat, parce que j'ai l'impression que le lien ne marche plus, évidemment. Ça Donc marche. comme ça, vous m'envoyez un petit mail et puis je vous renvoie directement le PDF. Merci Thibaut pour cette substantifique moelle et moi aussi j'ai mis le nez dans ce Tech Radar, c'est extrêmement précieux et comme tu dis, chaque entreprise a tellement des critères spécifiques aussi en fonction de son organisation. Ce type d'outil, ça permet vraiment aussi déjà de présélectionner et puis on se rend compte aussi du volume et du nombre important d'outils qui sont aujourd'hui à sur le marché, disposition. ouais. Ça explose. Ouais. C'est fou, c'est impressionnant. N'hésitez pas, vous qui nous suivez, si vous avez des questions, c'est le grand moment, puisque notre masterclass se termine tout doucement. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos deux invités du jour, à Alexis, à Thibaut? N'hésitez pas, c'est le moment. Ou à nous partager d'ailleurs vos propres retours d'expérience. Ouais. On va attendre un petit peu. C'est intéressant de savoir où en sont les gens aussi par rapport à ça. Ouais. Et pourquoi ils sont venus aujourd'hui d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'ils se sont inscrits? Quel était leur sujet, leur problématique? En quoi est-ce que c'est un sujet? J'ai l'impression que vous êtes assez calme aujourd'hui, dites donc. Alors, soit vous avez eu tout ce qu'il vous fallait dans les retours et le partage d'expérience, c'est peut-être ça. Bon, bah écoutez, en tout cas, notre masterclass, elle se termine tout doucement. De toute façon, vous allez recevoir aussi le replay en aval. Donc, si vous avez des questions à ce moment-là, n'hésitez pas à nous les partager. Écoutez, tous les deux, je serais extrêmement curieuse de vous réinviter dans un an pour voir et faire le point un petit peu de l'avancement des organisations sur le sujet. On se donne rendez-vous dans un an. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci Marie-Odile pour ce petit message qui nous dit c'est le cas, j'ai eu mes réponses. Un grand merci, monsieur. Cœur, merci. Bon, donc on se donne rendez-vous dans un an. Merci encore d'avoir pris le temps de ce partage et de cette préparation. Cette substantifique, moi, c'était quand même sacrément riche. Là, je crois que vous avez eu un bon shoot d'informations. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup, Thibaut. Et puis, chers participants, j'espère que ce moment partagé vous a apporté quelques clés complémentaires, on dirait, puis des éléments de réflexion pour aborder ce sujet dans votre organisation. Alors, et puis évidemment, si vous avez envie de sensibiliser autour de ce sujet de la CSRD en interne, communiquer sur votre démarche, embarquer les collaborateurs, votre codir, vous savez que nous, on est là aussi, les teams Datalogy côté data, Greenlogy côté RSE, experts de la com et du change dans vos deux univers. À très, très, très bientôt à tous. À bientôt, Alexis. À bientôt, Thibaut, pour de nouveaux échanges. Salut tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. À plus tard. Merci à tous pour vos messages. Merci, Jonathan. C'est vrai qu'il vulgarise très bien, Alexis. Merci, c'est gentil. À bientôt. À bientôt. Bye bye.